Bonjour à tous. Je pense qu'on a démarré la session avec 2 minutes d'avance. On est déjà pas mal connectés ensemble. Je vais vous demander si vous m'entendez bien, si le son fonctionne et si l'image est OK aussi pour vous. C'est parfait, c'est parfait. Tout fonctionne. Estelle Glaise, bonjour. Barbala, bonjour. C'est les étudiants que j'ai croisés en formation. On attend du coup un petit peu que tout le monde arrive, parce qu'on avait déjà, vous étiez plus de 100 inscrits pour aujourd'hui, 100 inscrits pour aujourd'hui. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde et on va démarrer d'ici maximum 2 minutes. Ouais, donc le son fonctionne, l'image est bonne aussi. J'ai mis la caméra spéciale pour les webinars et vous avez du coup derrière en fond les nouveaux bureaux de Focus où on travaille depuis quelques mois avec la team dans Bordeaux Centre. Comme j'ai encore un petit peu de temps avant de démarrer, je vous dis quelques mots que je devais vous dire sur les réseaux, sur la page, tout ça. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur la page du groupe Facebook, l'école de préparation mentale, parce que dessus on met toujours beaucoup de documents, beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments directement en ligne. N'hésitez pas non plus à aller sur le site de Focus parce que pas mal de choses que je vais vous dire là sont entre guillemets déjà sur le site via les articles qu'on a publiés, via des exercices qui sont aussi accessibles gratuitement en ligne ou des questionnaires, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et à aller faire un tour sur pas l'application, mais sur la page et le groupe de Facebook. Et sinon, il y a Camille qui est là aujourd'hui, notre modératrice du jour, qui vous mettra en ligne sur le chat tout le temps les différentes informations que je pourrais vous dire oralement. Voilà, Camille est déjà très active. Et vous envoie le lien pour le groupe Facebook, qui est un groupe privé, hein, donc il n'est pas ouvert à tout le monde. Et du coup, ce qui est dessus n'est pas accessible à tout le monde. Il faut vraiment s'inscrire pour pouvoir avoir accès aux éléments que l'on diffuse. Bon, mais tout le monde a l'air d'être ravi du son et de l'image. Du coup, on va pouvoir démarrer. On démarre ce nouveau webinaire sur la concentration. Je vous le dis tout de suite, je ménage pas trop l'effet de surprise, mais je vous le dis tout de suite, il y aura une suite à ce webinaire. On va faire un webinaire la semaine prochaine, mercredi prochain, qui sera entre guillemets la version appliquée de ce qu'on va voir là ensemble, avec un peu plus de détails des fois ou un peu plus d'outils, d'astuces pour vraiment appliquer ça à l'entraînement, tant pour les sportifs que pour les entraîneurs. Là, je vais vous donner 5 astuces qui pour moi sont des astuces entre guillemets de base ou fondamentales. Je vous dirai quand même bien sûr comment les travailler concrètement et comment faire des forces sur le terrain. Mais on verra la prochaine fois encore comment aller plus loin avec ces astuces-là parce que en fait, une astuce peut être toujours divisée et décuplée en plein d'astuces et de techniques possibles. Donc, on va prolonger un peu le plaisir la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va travailler sur la concentration, qui est une notion que je pense tout le monde comprend. Tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'être concentré ou ce que c'est que d'être déconcentré ou non concentré en tous les cas. Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est l'importance que ça a sur la performance et je dirais même plus sur l'équilibre global parce que d'expérience empiriquement et scientifiquement, je peux vous dire que la concentration, c'est vraiment une compétence énorme pour le cerveau. C'est une compétence qui fait que dès que l'on gagne 2 points, les sportifs s'entraînent mieux, progressent et du coup performent très vite. Et c'est aussi une compétence qui fait que quand vous êtes au quotidien concentré ou du moins attentif, eh bien vous êtes plus heureux parce que vous pouvez être plus au clair avec qui vous êtes, ce que vous exprimez auprès des autres, ce que vous ressentez et vous êtes plus productif, plus calme, de meilleure humeur. Ça va être très lié aux émotions et vous êtes quelqu'un de plus tranquille, plus en harmonie avec
avec son fonctionnement personnel et environnemental. Donc c'est vraiment une notion fondamentale pour nous en psychologie. Que l'on travaille de plus en plus, qui est assez nouveau. On ne travaillait pas ça forcément, mais on vient le travailler avec toutes les nouvelles théories en compétences attentionnelles, en mindfulness, en méditation, tout ça. C'est vraiment ce qui a fait qu'on s'est intéressé à ça et on s'est rendu compte que ça avait un impact du coup direct et indirect sur l'ensemble du cerveau et du corps indirectement. Alors, on va travailler ça du coup aujourd'hui. Je vais vous donner 5 astuces qui pour moi sont des astuces essentielles en préparation mentale. La première, elle est très simple. Vous la connaissez à peu près tous, je pense. Enfin, ceux qui m'ont déjà vu en formation, ceux que j'ai croisés en conférence ou ceux qui ont vu d'anciens webinars ou qui ont peut-être lu des bouquins que j'ai écrits ou que j'ai participé, vous connaissez ça par cœur, c'est la méditation. La méditation, c'est pour moi la technique qui a changé toute mon approche de préparation mentale. C'est la technique qui a changé déjà moi, ma façon d'être au quotidien, d'être plus ou moins calme, plus ou moins attentif, de mieux gérer le stress, enfin bref, tout ça. Merci pour le sensei, mais je ne suis pas, je n'en suis pas là, monsieur Charrière. Donc la méditation, c'est vraiment l'outil qui a changé vraiment ma façon d'être moi sur le plan personnel, mais c'est aussi la technique qui a changé ma façon d'être en tant que préparateur mental, parce que quand j'ai commencé vraiment à faire méditer les patients et les sportifs, ça a changé aussi radicalement leur façon d'être au quotidien. Ça a eu un effet, alors je dirais pas immédiat, parce que la méditation, ça prend du temps. Ça prend facilement 2 mois pour vraiment en ressentir les bienfaits cérébralement et du coup sur d'autres compétences globales, émotionnelles ou relationnelles. Mais ça marche, ça c'est indéniable. C'est vraiment une technique essentielle qui pour moi est structurante. C'est vraiment la technique qui structure le cerveau. Je parle souvent du cerveau rouge et du cerveau bleu. Le cerveau rouge, c'est le cerveau qui est très émotionnel dans le sens qui a besoin de réponses immédiates, qui a besoin d'activation pressée comme ça, le cerveau qui réagit vite, qui réagit trop vite, qui veut des réponses tout de suite, qui s'agite, qui cogite rapidement. Et le cerveau bleu, inversement, c'est celui qui est plutôt dans la recherche de calme, de raison, de réflexion, qui pose les choses, qui les structure, qui élabore la pensée, qui ne cogite pas mais qui élabore la pensée, qui rationalise, qui met des chiffres, des stats, qui fait des flèches, des croix, qui dessine, qui écrit, qui est vraiment entre guillemets intelligent. C'est vraiment le cerveau qui élabore la pensée, qui structure et qui amène une perspective et des résolutions claires. Alors que le cerveau rouge panique entre guillemets, s'agite et veut des réponses tout de suite. Et donc pour arriver à un bon équilibre rouge-bleu, qui serait à mon sens de 20% de rouge et 80% de bleu, la technique la plus efficace, ça va être la méditation. Et la méditation, plus on médite, plus on apprend à être attentif au quotidien. Ce qui veut dire, dans les faits, que l'on apprend à être concentré. On apprend également à se reconcentrer facilement. On apprend à être un peu moins impulsif, ce qui dans le sport joue beaucoup. On apprend à être un peu plus focus, c'est-à-dire que l'on va réussir à se concentrer malgré les perturbateurs, distracteurs, soit internes, c'est-à-dire une douleur, un mal-être, une sensation de décalage, déséquilibre ou une tension musculaire ou je ne sais quoi, ou une maladie ou une douleur en général, ou bien extérieur, lié à des gens qui passent, à des spectateurs, à un bruit, à une odeur, à que sais-je encore, qui va vous perturber. Donc tout ça, on arrive à être beaucoup plus focus grâce à la méditation, et enfin on arrive à atteindre l'état de flow également grâce à la méditation. Et au cœur de ça, il y a donc la concentration. Il n'y a pas, à mon sens, de flow sans concentration, il n'y a pas de réelle réussite sportive sans concentration. Donc c'est vraiment un élément très très important, et pour arriver à ça, donc il faut passer par une phase de méditation plus ou moins longue, mais il faut passer par ça en fait. Donc on pourra reparler après si vous voulez combien de temps il faut méditer, où, quand, pourquoi, etc. Mais on aura le temps. Pour ceux qui connaissent pas le principe des webinaires qu'on fait ensemble, c'est très simple. On a à peu près une demi-heure, un peu moins, je pense cette fois, pour
On vous expliquer les éléments qui me paraissent importants pour la théorie qu'on aborde. Et tout le reste de la session est réservé à des échanges entre nous, autant que possible. Donc, je répondrai à vos questions si vous en avez après. Là, je vois qu'il y a déjà une remarque sur la fameuse émission d'hier soir, dont tout le monde me parle, où en effet, ils ont apparemment évoqué la concentration et on pourra en reparler tout à l'heure. Voilà, donc si vous avez des questions, soit vous les notez dès maintenant sur le chat ou sur la partie questions à droite du live, soit vous me les posez quand on rentre directement dans la partie questions en suivant. On voit ça tout à l'heure, après. Donc, je récap. Technique 1, c'est la méditation. Technique numéro 2, elle est très simple également. Il suffit de demander à vos sportifs ou à vous-même à combien ils sont, à combien vous êtes concentrés à l'entraînement, dans un match, dans un moment important pour vous, entre 0 et 10. Tout simplement. Ça va vous permettre d'augmenter la lucidité de vos sportifs envers la concentration, tout d'abord. Dès que l'on met un chiffre, on est dans une stratégie vraiment élaborée, bleu, donc de cerveau bleu, on pose quelque chose, on met une dimension précise, on met une évaluation et donc on acte que l'on a tel niveau de concentration à l'instant T, c'est très très important. Donc à combien ils sont concentrés entre 0 et 10? 0 c'est aucune concentration et 10 c'est concentration absolue. Le 10 pour y arriver, bon courage, c'est très difficile et le 0 c'est rarement le cas, même si certains ont tendance à se sous-évaluer, à se donner des scores très très bas. Lorsque l'on fait ça, le gros avantage que ça a, c'est que ça favorise chez les sportifs l'auto-évaluation. Donc, ils commencent à être dans une démarche vraiment de tâche et de progression envers eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas votre avis ou l'avis de je ne sais quel expert pour savoir s'ils sont concentrés, bons ou que sais-je. C'est vraiment eux qui s'auto-évaluent. Alors, peut-être qu'ils se trompent, mais au moins ils font la démarche de s'auto-évaluer et après vous pouvez vous venir là-dedans travailler avec eux et proposer une contre-évaluation ou donner votre avis sur la concentration. Et vous verrez, il y aura 1 ou 2 points d'écart, pas plus. Il y aura toujours un petit écart parce qu'il faut être bien aguerri, bien entraîné mentalement pour s'évaluer de façon très précise et je dirais juste, même si le juste est toujours délicat. Donc voilà, vous leur demandez ça. Et pour moi, ça a un autre avantage de faire ça, c'est que, outre que ça va les rendre plus lucides, ça va leur permettre de se rendre compte de l'impact de la concentration et du mental dans leur entraînement et dans leur évolution. Parce que le gros défaut des sportifs, plus ou moins jeunes, mais chez les jeunes, c'est vraiment caricatural, c'est qu'ils résument tout l'aspect performatif, donc être bon dans leur sport, à la technique et le physique. La tactique, ça vient après tout ça. Et le mental, ça vient encore plus loin, vraiment. Donc, dès que l'on leur permet de se poser des questions tout seul, en les influençant un peu ou en les questionnant, eh bien, on leur permet de rentrer dans une démarche de prise en compte d'autres facteurs de performance qui ne sont pas que la technique, faire des beaux gestes sympas, léchés à la Zizou ou à la Federer, mais à prendre en compte l'aspect mental dans l'entraînement. Et ça marchera aussi pour l'aspect évidemment tactique, parce que bien souvent les sportifs négligent l'aspect tactique. Donc ça peut marcher aussi pour ça. Pour vous donner une idée à mon sens, qu'est-ce qui serait un bon score de concentration, je dirais qu'à un niveau d'entraînement normal et à un niveau de compétition modéré, départemental, régional, on doit être au moins à 5-6. Pour moi, c'est la base de la base de la base. On peut monter à 7 dès qu'il y a un peu plus d'enjeux, un peu plus d'envie de compétition, d'objectifs, de performance, tout ça. Et un sportif pro doit être à 8 quasiment à chaque entraînement, comme ça. Dès qu'il rentre sur le terrain, il doit être à 8 et il doit pouvoir monter à 9 avec des instants à 10 dans des phases de jeu très précises déjà à l'entraînement. Alors après, s'ils ont entraînement 3 fois par jour, évidemment, c'est très, très, très sollicitant, c'est très fatigant, donc on va être un peu plus indulgent. Mais ce qui compte, en tout cas, c'est leur capacité à monter leur concentration à 8, 9 dans les moments très importants.
Et j'ai croisé beaucoup de sportifs jusqu'à maintenant. Je peux vous dire que quand vous avez un sportif qui vous dit qu'il est à 5 de concentration à l'entraînement, un sportif pro, ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment en sport collectif, où il y a moins d'exigences souvent de l'environnement, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, donc on est moins regardant sur tel comportement ou tel joueur, on va plus dans le global. Chez les sportifs pros, c'est très souvent qu'ils sont à 5, 6 à l'entraînement, par manque de capacité ou d'astuces pour augmenter leur niveau. Dès que vous, en préparation mentale, vous les faites monter à 6, 7, 8, mais la progression, elle est fulgurante, vraiment fulgurante. Parce que ils ont vraiment une symbiose entre la tête, le cerveau et le corps, l'aspect plus technique physique. Et du coup, l'assemblage des deux fait que ils avancent tout de suite et ça marche de suite. Et en plus, je parle un peu là comme un stratège, mais les entraîneurs quand même recherchent beaucoup ça. Les entraîneurs recherchent des joueurs qui sont concentrés et qui savent se concentrer parce qu'ils respectent les consignes. Ils sont beaucoup plus comment dirais-je, regardant sur les écarts de comportement, etc., etc. Et du coup, les entraîneurs adorent ça. Et dès que les entraîneurs se rendent compte que le joueur fait un effort de concentration, d'attention au quotidien, il est tout de suite très content et la confiance revient entre le joueur et l'entraîneur rapidement et il revient à vite jouer. Donc, c'est vraiment une dimension qui compte beaucoup, tant sur l'aspect de l'évolution personnelle, de la progression personnelle, que sur aussi l'aspect vraiment stratégie et intégration dans une dynamique de groupe et dans la recherche de correspondre aux attentes de vos sélectionneurs, entraîneurs ou des gens avec qui vous travaillez, qui souvent sur vous ont de l'autorité ou un rôle de management. Voilà. Donc, demandez, faites-le demain à l'entraînement, vous allez voir, demandez à vos sportifs à combien ils sont concentrés entre 0 et 10. Vous pourriez être surpris et ça sera votre point de départ, votre base pour les faire travailler en plus dans la recherche d'augmentation, de progression dans leur concentration. Troisième astuce pour moi, pour faire progresser vos joueurs sur ça, elle est très marrante et j'aime beaucoup la faire et elle marche quasiment jamais, mais je vais vous expliquer ça en détail. Elle est très simple, il suffit, ça coûte 0 €. Hein. Là, c'est vraiment l'astuce magique qui ne coûte rien et qui demande juste un petit peu de travail, de mise en contexte et de force de caractère. Vous demandez à vos joueurs, vous imposez un entraînement à vos joueurs, à vos sportifs, sans aucun râlage, sans aucun jet de raquette, de matériel, sans gros mots, sans comportement comme ça un petit peu en dehors des clous ou en dehors des attentes de l'entraînement pur. Voilà, vous exigez aucun râlage, aucun débordement. Aucun. Ça va tenir à peu près 10 minutes. Mais il faut essayer, continuer. Alors, à quoi ça sert ? Déjà, c'est très ludique. Parce qu'on casse la routine habituelle de l'entraînement, on casse le train-train de l'entraînement que l'on a régulièrement, et on impose quelque chose de nouveau, qui est très simple, mais qui est très utile et efficace. Deuxième élément, ça vous permettra de jouer avec le silence. Donc, vous allez apprendre à vos joueurs à jouer avec le silence. En ce moment, là, c'est flagrant parce que le Covid fait qu'on voit des matchs d'équipes pro qui jouent dans des stades vides. Et en fait, quand vous les interrogez en off, ça change leur façon d'être parce que du coup, ils entendent tout. Ils entendent tout ce que les entraîneurs disent sur le bord de terrain, ils entendent tout ce que les coéquipiers disent, etc. Il n'y a plus d'espèce comme ça d'émulsion des spectateurs, de brouhaha, de chant, de danse, tout ça. Et du coup, ça leur demande d'être hyper vigilants et hyper concentrés. Donc là, vous faites ça à l'entraînement. Vous imposez également le silence et vous allez voir comment vos joueurs vont réagir. Et tout ça, ça permet surtout d'augmenter la gestion de l'impulsivité des joueurs et des athlètes. Parce que l'impulsivité, évidemment, c'est un peu la dimension qui fait obstacle à la concentration. Dès que l'on est trop impulsif, on réagit trop vite, trop précipitamment, sans calme, sans tempérance. Et on fait vriller comme ça un petit peu la concentration. Donc, quand vous apprenez aux joueurs à gérer leur impulsivité, vous leur apprenez indirectement à gérer leur concentration ou à l'augmenter, à la stabiliser.
Donc ça sert à ça, c'est vraiment très très important. Et c'est un travail aussi, je dirais, qui permet à certains joueurs qui ont un gros caractère de revenir sur eux et toujours sur eux. Parce que les impulsifs ont tendance à, comme ça, extérioriser leurs émotions, leurs pensées. Et là, vous leur demandez de rester sur eux, de rester concentrés sur eux. Et en quelque sorte, vous travaillez leur humilité. Vous leur apprenez à non pas râler intérieurement, mais à accepter de mal faire et à ne pas l'exprimer oralement, physiquement, comportementalement, etc., etc. Donc on apprend avec ça l'humilité et c'est très 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 intéressant pour des jeunes joueurs et pour des forts caractères qui ont trop vite tendance à jeter un club ou à le casser contre un arbre ou ce genre de comportement-là, qui sont plus ou moins acceptés en fonction des cultures sportives et des niveaux aussi sportifs. Donc c'est une dimension que j'aime beaucoup faire à l'entraînement. Je vous dis ça tient pas hein, parce que les joueurs sont pas habitués à ça et il faut faire un peu il faut faire un peu la police pour leur rappeler les règles, mais on peut au moins tester déjà sur un bout d'entraînement, sur un quart d'heure, une demi-heure, ce genre de choses. Et c'est une très bonne technique qui est facile, qui coûte rien, qui permettra de vite voir les réactions de vos joueurs et de voir s'ils ont la capacité de faire face aux changements de consignes et de situation de l'entraînement, ce qui est une compétence énorme dans le sport, la capacité et la compétence à s'adapter au contexte, au bruit, à la météo, aux supporters, au froid, à la chaleur, etc., etc. C'est très important. La quatrième astuce que je vous propose, alors elle sera un peu plus technique, un petit peu plus, plus technique, ça sera d'augmenter l'intensité des séquences d'entraînement, notamment sur des habiletés fermées. Donc, lancer franc, tir au but, penalty, service en tennis, etc., etc. Vous leur demandez dans ces phases-là de tout seul, sans forcément les guider ou donner des astuces pour l'instant, vous leur demandez d'être plus concentrés, de faire un effort pour vraiment prendre au sérieux ces phases-là, qui souvent sont un peu pris comme des sessions entre guillemets détente ou de relâchement, parce que c'est souvent en fin d'entraînement ou en début d'entraînement, donc je suis ou trop chaud ou trop froid, et puis je suis fatigué ou pas assez fatigué, et du coup je suis pas forcément dedans concentré comme il le faudrait. Donc essayez de les mettre dedans, de leur imposer, de augmenter leur niveau d'attention, de concentration dans ces phases de jeu, dans ces habiletés fermées. Ce qui va leur déplaire parce qu'il n'y a pas le côté game, il n'y a pas le côté comme ça, jeu, confrontation, échange, jeu avec le ballon, etc., etc. Donc, ils ne sont pas aussi concentrés que sur un jeu normal. Mais justement, c'est pour les amener à s'auto-évaluer, encore une fois, et à augmenter tout seul leur niveau de concentration. C'est assez technique, ils n'y arriveront pas forcément, ils seront un peu en échec, mais c'est le point de départ, encore une fois, vers la suite. Et on verra du coup après comment leur permettre d'augmenter leur concentration avec différentes techniques complémentaires qui sont extrêmement utiles dans ce genre d'habileté fermée où là, il y a généralement beaucoup de distracteurs internes et externes qui rentrent en jeu. Il faut savoir travailler avec ça. Du coup, je viens à la suite. Je viens directement à ma cinquième technique astuce qui est en fait vraiment à la suite de ça. C'est la mise en place de routines, tout simplement. C'est une technique vieille comme la préparation mentale, rien de nouveau, mais qui par contre n'est pas toujours bien faite parce que il faut respecter des critères dans la mise en place de routines, respecter des règles entre guillemets. Une des premières étant qu'une routine est personnalisée, elle doit vraiment être extrêmement individualisée, correspondre à chacun de vos joueurs. Donc il n'y a pas de routine clé en main, il y a juste une routine qui va correspondre à chaque joueur par rapport à son morphotype, sa personnalité, son parcours, son niveau. Évidemment, le niveau joue beaucoup. Plus ils sont à un niveau élevé, plus je dirais c'est simple en termes de routine, ou précis, mais en tout cas, ils sauront très intuitivement trouver ce qui leur correspond. Alors que les petits, il faut les aider, les guider, etc. Donc mettre en place des routines, ça commence par ça. Donc se dire que c'est vraiment extrêmement individualisé.
Ça va prendre du temps, ils vont être en échec, en réussite, échec, mais c'est un très bon apprentissage. Vous travaillez avec ça et vous faites en sorte que à chaque entraînement, leur routine progresse. Mais là où c'est un peu compliqué et un peu chiant, c'est que les routines doivent être changées régulièrement. Parce que le cerveau se lasse, on perd l'envie et le plaisir de répéter des routines comme ça à l'infini. Certaines sont vraiment resteront quasiment pendant 20 ans, toute une carrière en place. D'autres devront être changées ou du moins devront être complétées par un petit peu de nouveauté, par un petit peu de changement, un petit peu de précision, quelque chose qui va un peu l'affiner. On change une couleur, un son, une odeur, un placement des doigts, un placement des pieds, des épaules, etc. On s'adapte avec ça. Donc il faut vous dire que les routines, ça marche extrêmement bien. Vraiment, c'est une technique qui n'est pas magique, mais qui, quand elle est vraiment mise en place de façon très protocolaire, individualisée et adaptée à chacun, fonctionne très, 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 très bien. C'est pour moi une des premières vraiment techniques de focus, dans le sens où elle marche encore mieux quand on a travaillé avant l'aspect acceptation, lucidité. Et c'est une technique d'entraînement. Parce qu'on ne peut pas la travailler en cabinet ou on va dire en dehors du terrain. C'est une technique de travailler sur le terrain, in vivo, donc qui est la parfaite technique à travailler pour les entraîneurs avec leurs sportifs ou préparateurs physiques ou des entraîneurs au poste. Mais c'est vraiment du terrain pur, ça se travaille à l'entraînement, ça se perfectionne après, on va dire, avec le temps, avec du travail d'écriture, de vidéo, etc. On va chercher tout ça, mais c'est vraiment un travail à faire sur le terrain. Donc ça, je vous en reparlerai au prochain webinaire. Du coup, on fera un peu plus de sessions sur les routines et sur les stratégies à élaborer pour vraiment les démultiplier et augmenter les façons de mettre en place des routines et de les perfectionner à chaque fois, tout en gardant bien en tête qu'elles doivent être toujours changées, adaptées, évoluées au gré des évolutions déjà techniques de progression et aussi au gré de la lassitude que l'on peut ressentir à répéter trop souvent les mêmes choses. Mais les routines, vraiment, c'est très efficace. Donc voilà, 5 astuces à mettre en place rapidement, à différents niveaux de difficulté et qui vont vous demander plus ou moins de travail, de complément après. Mais c'est déjà 5 astuces que vous pouvez commencer déjà à tester sur vous et tester auprès de vos joueurs si vous êtes entraîneur ou éducateur. Donc, astuce 1, la méditation. Astuce numéro 2, vous demandez à vous et demandez à vos joueurs à combien ils sont et vous êtes concentrés à l'entraînement dans des sessions de travail particulier ou des sessions de quotidien, ce que vous voulez. Donc, vous mettez un chiffre entre 0 et 10. Plus je m'approche de 10, plus évidemment je suis concentré. Troisième technique, faire des sessions d'entraînement ou des sessions de jeu à la maison ou je ne sais quoi, sans ralage, quasiment sans parler en fait. Hein. C'est vraiment être vraiment sur de pur, l'interne au maximum et être vraiment sur du ressenti et sur le fait d'augmenter sa métacognition et sa capacité à se rendre compte de ses pensées, ses émotions et vraiment être dans une sorte de recherche de calme et surtout de ne pas extérioriser ce que je ressens. Même pas un haussement de sourcil ou un petit comme ça. Quatrième astuce, c'est demander aux sportifs d'augmenter leur attention, leur intensité dans les phases d'habileté fermée, donc lancer franc, tout ça, toutes ces phases de jeu-là. Et cinquième élément, comme ils n'y arriveront pas ou ils seront en difficulté, vous allez un peu les aider, vous allez mettre en place avec eux des routines. Vous allez commencer à travailler des routines précises à l'entraînement pour qu'ils puissent déjà commencer un petit peu à mettre des répétitions, un peu plus d'attention, de concentration, un peu plus de rituels ou j'aime pas ce mot-là parce que c'est pas des routines, c'est différent d'un rituel, mais un peu plus de comportements comme ça, routiniers, habituels, de points aussi d'attention, de fixation cognitif, visuel, audio, etc. dans leur technique, sur leur habileté et sur leur sport respectif. Voilà pour ces 5 astuces. Je vous propose de me taire. Je vais vous laisser un peu la parole. Vous allez me dire si vous avez des questions, si c'était clair ou pas pour vous, ce que vous en pensez.
Et puis, je réponds en effet à toutes vos questions. Alors, il y a déjà pas mal de commentaires. J'ai des questions à droite. Je vais aller vers ça. C'est un peu long à charger. Du coup, je fais un petit retour en arrière. J'ai vu qu'il y avait une question sur la notation. C'était Vincent Bertin qui me demande si j'ai des habiletés fermées en natation. Habileté, pas forcément, mais c'est le start. C'est le départ où il va falloir mettre en place beaucoup de routines d'échauffement, de préparation, du moment où je monte sur le plot de départ, là, le petit, je sais pas comment on dit, le socle en natation, et le moment où je prends ma position et où j'entends le start, il faut que je travaille là des routines très particulières. Donc elles vont être très visuelles, qu'est-ce que je fixe avec les yeux, très sensorielles, qu'est-ce que je ressens avec mes doigts, etc., la position des doigts, des pieds, etc., l'alignement, ces petits détails-là qui permettent vraiment d'arriver à une finesse de préparation des starts et qui vraiment sont parfaitement adaptés pour ce genre de sport. C'est le même qu'on a en athlétisme ou en équitation, on va vraiment être sur du ressenti, sur du kinesthésique, sur la sensation du corps sur le cheval, la sensation vraiment de la position du corps elle-même sur le plot, les mains, l'alignement des mains, mais de façon précise, le pouce, la distance, la mesure, etc. C'est ces petites choses-là qui permettent de créer des routines. Voilà. Ensuite, alors apparemment j'ai une connexion qui est revenue. Je vais checker. Stéphane Goupil qui me demande, j'accompagne un triathlète, quelles sont les habiletés fermées? Il n'y en a pas forcément, pareil, c'est comme la natation. Par contre, les routines là, elles vont être plus dans la préparation à la compétition, dans la stratégie que tu vas mettre en place avec eux pour vraiment arriver au start hyper concentré, hyper focus. Et je pense que tu peux aussi faire un travail de routine dans les changements, dans le passage natation, vélo et vélo course. À chaque fois, clac, 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 on redémarre une nouvelle dynamique. Et du coup, il faut mettre en place des petits trucs qui sont très rapides, qui souvent se font dans la précipitation où je vais aller vite, etc., changer de tenue, mettre mon maillot, le vélo, machin, etc., et je me précipite. Et en fait, au contraire, il faut revenir dans la concentration. Il faut que tu trouves avec eux le bon niveau de concentration, justement, d'attention, cumulé avec le niveau d'énergie et d'émotionnalité. Et c'est un travail, voilà. Donc, tu peux faire un travail sur les routines avec eux qui ne sera pas sur les habiletés fermées comme on a en basket ou en foot ou en rugby, mais ou en tennis ou d'autres sports, mais qui sont vraiment sur un travail de routine amenant de la concentration et de l'attention et aussi une partie gestion du stress dans la préparation de la compétition et des changements d'activité, de discipline. Cyril Mayol me demande lors de l'astuce 2, oui, demandes-tu aux sportifs si pour lui il y a une cause extérieure au manque de concentration? Oui, tu peux. En fait, le fait de demander un chiffre, c'est vraiment pour lancer la conversation et permettre d'augmenter tout de suite la lucidité envers le ressenti attentionnel, le niveau de concentration. Donc, quand tu as un score, après, tu débriefes. Bon, si tu es à l'entraînement, 15 gamins, ça va être long pour tout l'entraînement. Mais si tu as 2, 3, 4, 5 jours à l'entraînement,
en effet, tu vas prolonger un peu le plaisir et tu vas leur demander pourquoi ils sont pas concentrés, qu'est-ce qui fait défaut, est-ce qu'ils se parlent trop intérieurement en négatif, est-ce que c'est le problème de météo, d'arbitre, je sais pas quoi, ils sont fatigués, ils ont pas envie, ils ont trop de fatigue, ils ont un examen après, ils sont stressés. Voilà, tu vas chercher en fait à comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas concentrés dans la mesure du possible, et tu vas essayer de juste les faire verbaliser tout ça, et puis après tu avances. Mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que la première démarche pour permettre aux gens d'être concentrés ou même d'augmenter leur niveau mental en général, c'est d'abord d'être lucide. On ne peut pas permettre à quelqu'un de changer un comportement ou d'augmenter sa gestion du stress ou des émotions, de ce que tu veux, peu importe, tant qu'il n'est pas lucide. Donc, tout passe par la lucidité et le fait de se rendre compte de si je suis stressé ou pas, si je suis concentré ou pas. Et quand j'ai ça, après, je peux aller vers autre chose et je peux aller vers de la progression, vers de l'amélioration. Sébastien Claire, c'est marrant que tu me demandes ça parce qu'on en parlait hier. Peut-on progresser mentalement sans être lucide? C'est une question qui vaut de l'or. Bon, déjà, être lucide à 100%, c'est quand même compliqué, hein. Il y a aucun test, aucun outil d'évaluation psychologique qui est parfaitement vérace, qui est juste à 100%, hormis des tests biologiques où on va mesurer votre niveau de stress via une prise de sang, où on va mesurer votre attention via un scanner ou via un IRM. Donc là, on sera vraiment dans du juste concrètement. Après, le reste, c'est plus compliqué. Donc, on essaye de passer par des techniques comme l'auto-évaluation, des tests, questionnaires, etc., pour avoir une sorte de justesse ou de précision sur l'état interne et sur des compétences à l'instant T. Il faut quand même, à mon sens, être un peu lucide sur soi pour pouvoir progresser et pour pouvoir avancer mentalement. Pour autant, il y a des gens qui ne seront jamais lucides véritablement et qui font des choses exceptionnelles parce qu'ils ont un assemblage autre, qui sont très très bons sur le plan technique, physique, qu'ils ont un grain de folie qui fait qu'ils sont fous, mais ils sont en même temps très compétents parce qu'ils font des choses que personne ne pourrait faire, etc., etc. Donc, le point de départ, quand même, c'est d'être lucide, mais il faut aussi que nous, on accepte en tant que préparateur mental que les sportifs ne seront pas tous lucides à la perfection et qu'il y aura des fois des gars qui seront un peu en dehors des clous, mais qu'on va devoir faire avec ça. Voilà. Il faut accepter la part un petit peu comme ça de chacun et de manque de repères et de manque de lucidité. Ça va avec. Mais si vous avez des jeunes sportifs, allez-y à fond, essayez de les rendre le plus lucides possible sur eux-mêmes, et après vous passerez à d'autres étapes d'entraînement et de progression. Donc Sébastien Claire, j'espère que j'ai été bien répondu. Rémi Guillot qui me demande comment peut-on amener un joueur à être lucide selon vous? C'est très simple, vraiment. C'est pas compliqué en soi. Il faut lui faire passer des tests psychologiques. Si tu as le sentiment, Rémi, qui t'a répondu en dehors des clous, c'est pas grave, tu le fais passer le test à son père, à sa mère, à ses frères, ses sœurs, qui tu veux, à son entraîneur, à toi, et tu vois, et vous mettez vos scores comme ça en comparaison, et vous allez arriver à la fin une sorte de moyenne ou de précision sur son profil. Si ça marche toujours pas, tu passes par la vidéo, tu le filmes, tu montres le comportement qu'il a à l'entraînement en match, et comme ça, hop, ça fera un effet miroir, il va se voir, et puis il va se dire, ah ouais, en effet, je suis un peu trop énervé, je suis un peu trop ceci, trop cela, et je me rends compte. Voilà, mais il faut pas hésiter à avoir des astuces, à mélanger les idées, les astuces, l'observation, la vidéo, les entretiens, les notes des profs, ça marche aussi beaucoup pour vraiment tout ça cumuler fait que eh bien le sportif plus ou moins jeune prend conscience de son état de lucidité. Si vraiment, vraiment, vraiment il n'y arrive pas, je te dirais de passer à autre chose parce que ça sera sûrement un peu psychiatrique ou psychothérapeutique et ça sera vraiment une démarche à faire avec un professionnel vraiment plutôt de santé qu'un préparateur mental. Donc Déborah est sur la même dynamique. Comment rendre un élève lucide, surtout quand ils sont jeunes? Encore une fois, c'est très simple. C'est une question juste de créativité pour vous et d'avoir des outils divers dans votre palette de préparateur mental, dans votre boîte à outils. Ce qui marche toujours, c'est l'observation. Et un truc que j'adore faire, c'est quand les gamins me disent, les tennisman, là, que je crois souvent, qui me disent en match, je ne stresse pas. Vous les filmez en match tout seul.
vous filmez le même match quand papa vient, déjà il commence un peu à dérailler, et vous filmez le même match avec papa, l'entraîneur et moi, et là, ils ne savent plus jouer au tennis. C'est fini. Parce que juste la présence de papa, du coach ou de moi, ça fait qu'on met une pression en direct, ou direct d'ailleurs pour moi, au sportif, et il perd toute sa lucidité et toute sa capacité à jouer naturellement. Donc là, en fait, par l'image, vous lui permettez de se rendre compte qu'il stresse et qu'il perd un peu sa capacité à jouer naturellement, tranquillement à l'entraînement. Et vous lui dites que ça, en effet, c'est des symptômes de stress classiques. Et donc, on va travailler ça. Donc, c'est des petites astuces comme ça qui sont très utiles. Et si ça dépend quel âge ont tes sportifs jeunes, Déborah, mais pour faire passer des tests comme le QPPS, QPPM, tout ça, on peut démarrer à 12-13 ans, un test vraiment d'évaluation du profil psychologique du sportif. Et à 15-16 ans, on va faire passer un gros test beaucoup plus complet. Donc, c'est pas très compliqué en soi. Donc, régional 6 ans, Déborah, il faut passer par la vidéo, c'est le plus utile. Vidéo et utiliser des outils adaptés à leur âge, dessin, coloriage, mise en perspective, jouer avec des bonhommes, etc. Il faut être dans le ludique. Il faut leur permettre de mettre pour eux en image des choses qui sont de leur âge et ça va permettre de les faire travailler sur eux. Mais 6 ans, on y va tranquillement. Et 6 ans, pour moi, par exemple, c'est un très bon âge pour commencer à mettre en place des routines. Parce que c'est l'âge où on commence vraiment à avoir des petits comme ça réflexes comportementaux. Et c'est l'âge où on peut les aider à se rendre compte de leur concentration via les routines toutes simples. Alors, pas les trucs très sophistiqués à la Wilkinson ou à je ne sais quel basketteur américain, mais des trucs très simples qui font que, hop, comme ça, ils reviennent dans leur match tranquillement et se créent leur bulle comme ça autour d'eux, comme dirait Serge Chaer. Ils se créent leur bulle comme ça, comportementalement, visuellement, et hop, ils se recentrent sur leur attention et tout de suite, ils sont dans le jeu. Voilà. Donc, c'est leur apprendre c'est très éducatif, ce que je dis, c'est très pédagogique, c'est vraiment mettre des petits trucs, des petits tips, des astuces pour les rendre plus concentrés à l'entraînement. Alors, je vais essayer enfin d'avoir accès aux questions. Bon, ça marche toujours pas. Camille, si tu peux avoir accès, tu me copies-colles les questions parce que je n'ai pas accès à la barre de questions sur l'appli. Alors, merci Camille, mais je n'ai pas compris la question. Y a-t-il une différence à agir mentalement en compétition et à l'entraînement? Comment faire? Sachant que les paramètres en compétition sont différents de ceux de l'entraînement. Je vois pas trop en fait quel est le sens derrière cette question. Je veux bien que celui qui l'a posée m'explique parce que c'est pas facile. Franck, il pose une sacrée question. Franck Salière, un outil pour obtenir une bonne concentration collective, être ensemble dans le moment présent, orienté vers un objectif commun. Alors c'est touchy comme question, parce que déjà, faire se concentrer un joueur, c'est compliqué, mais faire se concentrer 10 joueurs, 15 joueurs, 20 joueurs ensemble, c'est encore plus complexe. Il faut prendre les deux paramètres interindividuels et collectifs. Donc interindividuel, il faut déjà que tu aies la logique et la démarche de faire en sorte que chaque joueur de ton groupe individuellement soit ou sache se concentrer. Première chose. Et ensuite, il faut que tu crées soit des routines collectives, soit une ambiance, soit une stratégie d'entraînement ou de match qui fasse que tout le monde se retrouve là-dedans et tout le monde sache et veuille bien se concentrer en fonction de ses besoins et de ses capacités. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser des rituels, bien évidemment, de début de match, un AK, un truc comme ça marche toujours. Une musique,
un mot-clé, un cri particulier, un échauffement particulier en commun, évidemment un objectif qu'on rappelle tout le temps et qui sera un peu le mot-clé qui va faire que tac, je tilte et je reviens, une sorte d'ancrage comme ça à la concentration, etc., etc. Il faut aussi que tu aides tes sportifs à bien savoir se reconcentrer dans les moments de fatigue physique. Ce qui commence déjà à être un peu plus technique. Et voilà, donc il y a 2 paramètres à prendre en compte pour toi, Franck. Le côté intra-individuel, pardon. Donc la capacité que chacun a à se concentrer et à savoir se reconcentrer, et la perspective plutôt collective de faire que dans des moments clés, ils sont tous concentrés. Et qui, du coup, ça revient un peu à ce qu'on disait sur la partie entraînement où je me tais, où je ne râle pas, faire en sorte que ceux qui sont un peu des gros caractères ou qui sont un peu comment dirais-je, impulsifs, etc., ou qui manifestent beaucoup leur agressivité ou leur colère, se taisent. Voilà, parce que ça va faire que tout le monde se déconcentre. Donc il faut que chacun prenne sur soi, et c'est un vrai travail, du coup, à la fois collectif et individuel. Caroline Saran-Etienne, bonjour à toi, qui me dit pour le surf, pas trop d'habileté fermée, difficile d'ajuster la concentration à la vue des éléments changeants, vent, vague, aussi un entraînement compliqué avec des gens autour qui, eux, en font pour le plaisir et s'amusent. Right, sir. Mais il faut le voir différemment, en fait, Caroline. Il faut le voir comme le surf, pour moi, c'est un des sports de méditation par excellence, comme la plupart des sports de nature ou l'équitation. Ce sont des sports où vous devez être dans une capacité, une compétence attentionnelle de tous les instants. Donc, il faut être des méditants très aguerris ou inversement des surfeurs qui aiment méditer ou prendre le surf comme une technique quasiment de méditation. Donc, il faut que tu sois en capacité d'être vraiment sur l'instant présent tout le temps et d'en effet être dans un focus qui soit très ouvert. Donc, focus qui va être une attention qui va être ouverte sur les paramètres extérieurs et les changements de l'environnement naturel, le vent, l'eau, les vagues, etc. Tout ça. Donc, le surf, c'est vraiment un sport de concentration et de mindful. Hein. C'est très intéressant pour ça, véritablement. Donc, j'ai pas d'astuces pour toi, si ce n'est peut-être quand même d'avoir des astuces sur la planche dans l'attente des vagues ou des astuces vraiment pareil sur le début des entraînements ou des compétitions. Mais c'est vraiment, à mon avis, un sport où il faut se mettre dans une dynamique vraiment de travail très profond, de recherche, d'attention et de concentration. Et donc, il passera par le fait de méditer beaucoup et d'avoir beaucoup de rituels. Quand tu lis, par exemple, les bouquins ou que tu écoutes un entretien, il faut que tu m'aides. L'américain qui surfe encore à 50 ans là, Kelly Slater, il t'explique tout ça en fait. Il a toute une tonne d'astuces, de critères, de variables pour être concentré au quotidien, et sur la planche, il est assez performant, il me semble. Alors, il y a encore plein de questions. Catherine Demoulin, quel conseil donneriez-vous pour aider des sportifs en sport collectif à rester concentrés, prêts à rentrer sur le jeu à tout moment quand ils sont sur le banc au repos, surtout si beaucoup de bavardage, dispersion sur le banc. Alors ça, c'est pour moi un vrai travail d'entraîneur et préparateur mental et quasiment préparateur physique. Lorsqu'on fait un travail, entre guillemets, vraiment de niveau expert avec des sportifs en préparation mentale, on fait en sorte qu'ils atteignent le flow à chaque entraînement, à chaque compétition. On prend en compte tous les paramètres du flow et on essaye de leur permettre d'atteindre le flow à chaque fois. Dans ces paramètres-là, il y a 3 grosses composantes. Il y en a plein, mais on va dire, je vais réduire ça à 3 pour être plus simple ce soir, qui sont la composante émotionnelle, la composante physique corporelle et la composante attentionnelle. Il faut que vos joueurs réussissent comme ça, à se concentrer à 9 sur 10, à être dans une émotionnalité positive à 9 sur 10, donc faire que le stress est disparu en grande partie, plus amener des émotions positives et faire en sorte qu'il soit chaud en 2 minutes 30 avec différents exos de préparation physique, voilà, corporelle. Donc, ça demande de travailler en collaboration avec des préparateurs physiques. Il faut trouver les astuces qui vont leur permettre de s'activer au niveau cardio, musculaire,
physique, etc., global très vite. Il faut trouver chez eux les astuces qui vont leur permettre d'augmenter leur émotionnalité très vite, d'être vraiment dans un sentiment de positivité, d'optimisme, d'envie de jouer, de plaisir, et de mettre la peur non pas de côté, mais la réduire au maximum, que le stress soit le plus bas possible, plus un travail attentionnel. Tout ça. Alors, je vous résume ça en 3 phrases, mais c'est un vrai travail de fond, un travail de longue haleine. Donc, il faut travailler ça à l'entraînement. Voilà, il faut trouver des techniques et des astuces à l'entraînement pour, à chaque fois, augmenter la concentration ou augmenter le goût de l'effort et l'énergie physique ou augmenter les émotions, etc., etc. Normalement, ils sont très bons, les sportifs, sur l'aspect évidemment corporel. Ils savent plutôt bien s'échauffer, sauf en équitation. Petite blague pour les cavaliers. Mais ils sont plutôt bons là-dessus. Ils sont beaucoup moins bons sur l'aspect attentionnel. Donc nous, on fait un gros travail en préparation mentale sur ça, via donc la méditation, la concentration, différents exos avec des balles, etc., tout ce qui est visuel. Et on doit faire aussi un gros travail sur l'aspect émotionnel qui est totalement négligé et qui, pour moi, a une importance énorme parce que cérébralement, quand vous avez des émotions positives, que vous avez l'envie de jouer, de faire des choses, que vous avez la motivation, entre guillemets, que vous êtes optimiste, ça change tout, vraiment. Et ça se travaille, ça se crée, ça se fabrique, je dirais, et ça se prend en considération et en opposition avec le stress. Donc, pour arriver à ça, il faut déjà faire un gros travail sur le stress, faire que vos sportifs stressent moins et après amener du positif. Voilà. Donc, c'est pas compliqué en soi, Catherine, ce travail-là, mais c'est quand même un vrai travail de préparateur mental et c'est un travail qui prend du temps et qui demande de la répétition à l'entraînement. Mais plus vite tu commences, plus vite après les sportifs, par contre, sont aguerris, sont à l'aise avec ça. Alors, il y a plein de questions. William qui me demande, Payades, j'espère que je prononce bien, à partir de quel âge un joueur de tennis peut-il commencer la méditation? Alors, qu'il soit tennisman, rugbyman ou ce que tu veux, ou même pas sportif, qu'il fasse de la musique, du chant, du théâtre, c'est la même chose. Ça sera le même âge pour tous. On considère que vers 5-6 ans, on peut commencer à pratiquer la méditation, qui sera très adaptée évidemment à leur âge, qui sera très imagé, très dans le jeu, très sur la respiration, le corps, et donc avec un jeu avec des métaphores, beaucoup avec des personnages comme ça de BD ou des personnages célèbres. 5-6 ans. Ce seront des séances plus courtes, mais qui sont des parfaits exercices de concentration, de méditation que l'on pratique de plus en plus à l'école. Les écoles alternatives font pas tout ça, mais ils font de plus en plus ça. L'école publique, c'est encore un peu plus compliqué, mais ça va être le cas, je pense, de plus en plus. Et je vous encourage, si vous êtes dans le groupe là, des sportifs ou entraîneurs, à commencer à mettre en place des exercices de respiration et de méditation à l'entraînement. C'est fondamental. D'un point de vue pédagogique, c'est assez magique. C'est créer une sorte d'hygiène de vie, d'hygiène mentale auprès des jeunes qui est vraiment très efficace. Et vous allez voir que ça a un impact aussi immédiat sur l'aspect compétition, progression et performance. Donc 5-6 ans. Alors, Sarah Robert me pose une question, mais je ne sais pas si c'est vraiment une question. Quid des sports individuels et très répétitifs? Ce que vous décrivez correspond à nos modes de fonctionnement quotidiens, à la fois sur la rigueur, la lucidité, l'intériorisation, à l'entraînement, avec un niveau d'activation fluctuant et en compétition. Oui, c'est exact. Pour les sports répétitifs, il faut vraiment être créatif et savoir jouer sur du coup la diversité, la nouveauté et le changement des routines. Parce que si vous avez un sport qui est déjà en soi répétitif, où la technique se maîtrise assez rapidement et où la progression ne découle que de la répétition de gestes assez simples, je pense, natation, vélo, course à pied, il faut abuser de techniques et de créativité de techniques diverses et variées pour vos sportifs. Et il faut du coup mettre en place beaucoup de routines changeantes tout le temps. Il faut les amener à
être, je dirais, des entraîneurs artistes préparateurs mentaux. Vraiment, il faut oser le changement. Ah, ok, je comprends. Donc, la question de is, c'était par rapport à la différence qu'il y a entre l'entraînement et la compétition et la différence, pardon, de niveau de concentration à avoir à l'entraînement et en compétition. Alors, je te rejoins pas tout à fait là-dessus. En effet, on va demander une concentration plus élevée à l'entraînement, en match, pardon, en compétition qu'à l'entraînement. Mais si tu veux que tes joueurs, que toi-même, tu réussisses à être concentré à 9 sur 10 à un match, il faut d'abord que tu saches le faire à l'entraînement. Alors, pas à tous les entraînements. Autrement, tu vas être très vite en burn-out et très vite fatigué. Mais il faut que tu saches le faire au moins un entraînement sur 5 ou sur un gros entraînement sur lequel ton coach te dit là, attention, entraînement hyper important, on va travailler ci et ça, c'est fondamental, il faut que tu sois dedans. Donc, quand tu sais faire ça à l'entraînement, tu sais où ton cerveau commence à comprendre que tu peux le faire en compétition. Ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y aura de la pression en compétition. Donc, le stress va te faire perdre indéniablement de l'attention, de la concentration, mais il faut toujours voir le couple, comme ça, l'association entre la concentration et le stress. Dès que ton stress diminue, ta concentration aussi, elle augmente, et du coup, il faut jouer sur les deux tableaux. Mais vraiment, il faut te dire que c'est très important, et ça, c'est l'erreur que font quasiment tous les coachs que j'ai croisés, les sportifs, c'est de trop considérer le match et de déconsidérer l'entraînement, alors que pour moi, il faut le voir presque à l'inverse. Quand tu fais des entraînements parfaits, qui sont vraiment structurés, réfléchis, coordonnés, que tout est travaillé sur le plan technico-tactique, tout ça, que tu as prévu tous les paramètres à prendre en compte, la météo, le chaud, le froid, les supporters, tout ce que tu veux. Ton cerveau, il sait qu'il est prêt à aller en compétition, il est prêt à aller au combat, tu vois, comme dirait un militaire. Et comme disent les militaires, le plus dur, c'est l'entraînement. C'est pas la guerre. Quand tu as passé l'entraînement, tu sais que la guerre après, elle sera non pas facile, mais tu seras préparé à ça en fait. Donc il faut que tu augmentes ta capacité à être préparé pour faire la guerre, pour aller en compétition le plus élevé possible. Donc il faut que tu sois concentré à l'entraînement. Franck me demande, la respiration est un outil qui revient régulièrement car il permet d'apporter du confort. Quel est votre avis sur les exercices de cohérence cardiaque? Y a-t-il des contre-indications médicales? Alors, il y a 3 questions en une. En effet, alors moi, j'étais pas initialement un foufou de respiration et de sophro, tout ça, de différentes techniques de respiration. Et tout en ce moment, je prends beaucoup de cours de boxe avec un prof qui fait beaucoup de respiration. Il m'apprend des trucs de fou. Et en effet, je me rends compte que j'ai un peu négligé la respiration dans ma progression moi et la progression de mes sportifs en tant que préparateur mental. Donc, je vais résoudre ce problème-là très vite. Et en effet, je serais d'avis de considérer qu'il est très important d'apprendre à respirer correctement. C'est une technique qui est salutaire pour déjà son bien-être personnel, corporel, tout ça. Et c'est une technique qui peut être extrêmement utile pour ce qu'on a vu juste avant, pour la recherche de concentration, la recherche d'activation aussi physique et d'émotion. Donc, il faut se former, je pense, parce que des fois, ça peut être quasiment dangereux de pratiquer telle ou telle respiration, mais c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est une technique que je vais, moi, vraiment travailler et que je pense qu'il faut vraiment aussi travailler un peu à l'entraînement, même si c'est plus simple que sur des grosses séances de 1 heure, mais c'est vraiment intéressant. Donc la cohérence cardiaque, pareil, c'est une technique super qui marche très bien, qui par contre demande beaucoup de répétitions, au minimum 3 fois par jour pour réussir à avoir un résultat d'un point de vue bien-être corporel. Sportivement, d'un point de vue perf, c'est un peu peut-être moins intéressant que d'autres techniques, mais en tous les cas, l'avantage, c'est que c'est une technique qui est simple à réaliser, qui demande aussi, pareil, quasiment aucune dépense, aucun investissement financier, et qu'on peut réaliser quasiment tout seul à la maison. Donc, je vous la recommande, soit sur l'application Petit Bambou, ou d'autres applications que vous trouverez sur Internet ou sur l'App Store, tout ça.
Donc voilà, mais c'est ce qui m'intéresse dans ces techniques-là, comme la méditation, c'est que ce sont les techniques simples et que les gens s'approprient, c'est-à-dire qu'on peut le travailler tout seul sans forcément avoir, pour le coup, un préparateur mental ou un guide qui va vous expliquer comment ça fonctionne, etc., etc. Donc, c'est intéressant. Mais attention, parce qu'il ne faut pas non plus trop pratiquer à la respiration, parce que pour le coup, je vais faire un peu de critique, mais c'est le défaut que je trouve souvent les sophrologues du sport, c'est de faire trop pratiquer la respiration dans un sens de relaxation, de travail sur compréhension du corps, etc. Et à mon sens, il faut toujours prendre en compte la triptyque concentration, corps, énergie, engagement et l'aspect émotionnel. Et si vous relaxez trop les sportifs, ils sont pas bons en fait, parce qu'ils sont trop mous, tout simplement. Donc il faut trouver le bon niveau d'engagement entre ces trois-là. Et là, je vois qu'il y a un tennisman dans la salle. Djokovic, par exemple, si tu prends l'exemple de lui, c'est parfait. Il a compris exactement l'intérêt de la respiration, de la méditation, du travail d'étirement du corps, en même temps d'hyperactivation, de travail sur les émotions. Voilà, il lui cumule tout. Il a fait un peu sa propre sauce et son truc perso et ça marche plutôt pas mal. Donc c'est quelqu'un qui devrait vous inspirer pour les tennisman de la salle. Bon, je vois que je parle encore beaucoup trop. Il est déjà 19 heures. Donc, je vous propose de s'arrêter là pour ce soir. On pourra prolonger le plaisir du coup mercredi prochain parce qu'on va faire une suite à ce webinaire-là. Parce que vraiment, la concentration est une compétence fondamentale. Donc, je vous donnerai des astuces un peu plus précises la prochaine fois, encore plus détaillées dans l'entraînement et dans la recherche donc de travail de concentration, d'attention dans l'entraînement. Donc, je vous dis à mercredi prochain pour ceux qui le souhaitent. N'oubliez pas que le webinaire sera en ligne, en replay juste après. Donc, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou le revoir sur notre site. N'oubliez pas non plus si ça vous intéresse, d'aller faire un tour sur le site de Focus pour vous tester, du coup, en termes de lucidité, tester votre profil et vos compétences de concentration, tout ça, et à partager nos outils si vous voulez aussi avec vos sportifs ou à les essayer sur vous. Je commence à fatiguer. Je vous dis merci pour votre présence, très bonne soirée à vous et à mercredi ou sinon à très vite. Au revoir.